Merci beaucoup de votre présence, aussi nombreux, aussi nombreuses. Malgré le soleil, vous avez préféré venir ici, donc je vous remercie d'autant plus. Pour que nous parlions justement nous continuons à parler de tous ces préjugés sur le Moyen-Âge, sachant que c'est une période, vous le savez, déjà particulièrement longue, mais qui souffre d'une image extrêmement biaisée, extrêmement problématique aussi à plein de niveaux. Image qui est en grande partie entretenue par la culture populaire et, pour ce qui va m'intéresser aujourd'hui, par les séries télévisées. Alors, j'imagine que vous connaissez, alors si vous avez vu l'exposition Éternel Moyen-Âge, vous avez certains de ces clichés. Si je pars un petit peu de vos représentations, quand on dit les clichés, les images stéréotypées et négatives sur le Moyen-Âge, vous pensez à quoi ? Oui, je ne vous ai pas dit, il y aura une interro à la fin. J'espère que vous aviez révisé. L'obscurantisme, tout à fait. Une très faible espérance de vie, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, non, c'est faux, mais ça fait partie des clichés, effectivement. L'illettrisme. Effectivement, la saleté dans les rues et de façon générale, on englobe un petit peu toute la période, d'accord ? D'autres choses ? La superstition, effectivement. Les sorcières brûlées. Ah, mon petit préféré, celui-là. Heureusement que Régine Pernoud est passée par là, c'est vrai. Tout à fait. Bon, on a déjà pas mal d'idées. C'est bien, c'est que vos idées se recoupent avec ce que je vais dire, donc parfait. On est sur la même longueur d'onde. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur un corpus de un peu plus de 80 séries télévisées diffusées entre 1949 et 2022, donc hier. Et avec ce corpus, justement, j'ai cherché à étudier la façon dont le Moyen-Âge était représenté, était réimaginé dans les séries télévisées. Alors, dans un corpus occidental, puisqu'on a des séries françaises, Kaamelott, Thierry Lafronde, etc. On a des séries qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis et un petit peu de séries qui viennent aussi d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne, etc. Mais je suis restée dans un cadre européen et occidental de façon générale. Parce qu'il y avait déjà pas mal à faire avec toutes ces représentations. Et on remarque que dans ces séries, on va entretenir ces stéréotypes sur le Moyen-Âge en développant des grands thèmes qui reviennent systématiquement sur la période. On va considérer que le Moyen-Âge, c'est la période des âges sombres. C'est un temps de violence, c'est un temps d'ignorance, c'est un temps de saleté et d'injustice. Alors, il y en aurait plein d'autres. Et on va évoquer pas mal de choses, mais je ne voulais pas non plus vous retenir pendant 6 heures aujourd'hui. Donc, j'ai fait une sélection pour partir un petit peu de ces images, pour voir comment ces thèmes se sont développés, et surtout, pour ce qui m'intéresse, pour voir ce que ces thèmes disent de nous et du Moyen-Âge. Parce qu'en fait, on est extrêmement égocentrique, on est extrêmement narcissique, ce qui veut dire qu'on a tendance à parler du Moyen-Âge pour mieux parler de nous. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi comment le Moyen-Âge est représenté, pour voir ce que ça dit de la façon dont on conçoit la période. Alors, je suis partie de cette image des âges sombres. Alors, c'est une expression que vous avez peut-être déjà croisée. C'est la traduction littérale de l'expression anglaise « Dark Ages ». C'est une expression qui trouve son origine à la Renaissance pour désigner justement le Moyen-Âge, pour désigner ces 1000 ans et quelques d'histoire. Chez les historiens, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'étendue. Je vais arrêter de me taper dans ce micro, pardon. On n'est pas tout à fait d'accord sur les bornes chronologiques du Moyen-Âge, mais on s'accorde à dire que c'est quand même une très large période, donc 2000 ans, qui s'étend globalement sur le monde entier, en tout cas le monde connu. Donc c'est toujours très compliqué de définir toute cette période et de la résumer à quelques mots, quelques adjectifs. Mais c'est ce qu'ont fait les intellectuels de la Renaissance, en estimant que le Moyen-Âge qui venait de s'écouler n'était qu'une période de Dark Ages, d'âge sombre. Alors pourquoi âge sombre ? D'abord, ça part d'un supposé manque de sources
historiographique. C'est-à-dire qu'on se rend compte, ou en tout cas on pense à la Renaissance, que pendant ces 1000 ans d'histoire, on a très peu écrit. Voilà, parce que nous, à la Renaissance, on va se tourner vers les grands textes antiques, on va redécouvrir et on va traduire des textes antiques, et on met entre parenthèses 1000 ans d'histoire. Et on va considérer que pendant ces 1000 ans d'histoire, il y a eu très peu d'écrits. Et s'il y a eu très peu d'écrits, c'est parce que les gens n'écrivaient pas. Et si les gens n'écrivaient pas, c'est parce qu'ils étaient forcément incultes. Et s'ils étaient incultes, c'est parce qu'ils passaient leur temps à vivre dans des situations de famine, à faire la guerre, à mourir très jeunes, etc. Donc à partir de la Renaissance, on a cette image qui se construit à partir de l'idée d'un manque de sources et de toute l'interprétation qui va avec. Alors, donc, ça se construit à la Renaissance et c'est entretenu ensuite au fil des siècles. Et ça va re-exploser de nouveau au XIXe siècle, où là, on redécouvre le Moyen-Âge. C'est toujours très intéressant de découvrir quelque chose qui existait déjà, comme la découverte de l'Amérique. Hein. C'est toujours très intéressant de découvrir quelque chose où il y avait des milliers de gens qui vivaient, mais bon. Mais donc, au XIXe siècle, on va redécouvrir cette période et on va de nouveau construire une forme de légende autour du Moyen-Âge. Et l'imaginaire qu'on a aujourd'hui de la période est en grande partie lié à ce qui a été construit à la Renaissance et surtout ce qui a pris de l'ampleur au XIXe siècle. Donc, de ce sens premier de manque de sources qui va définir les âges sombres, on va en faire une interprétation d'ignorance et on va l'extrapoler dans tous les sens. Et on va voir que la plupart des clichés, toutes ces images négatives qu'on a sur la période découlent justement d'une supposée ignorance des médiévaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les séries télévisées, cette notion d'âge sombre, qui est une expression qui est largement remise en question par les historiens depuis, cette expression d'âge sombre est très souvent interprétée de façon littérale. Ce qui fait que, quand on va représenter le Moyen-Âge, on va avoir tendance, et ça c'est surtout quelque chose de récent, je vais y revenir, à représenter quelque chose de sombre. Alors, par manque de contraste, ici, on ne voit plus grand-chose, mais c'est bien représentatif. Là, on est dans des images d'un animé qui s'appelle Berserk. Alors, si vous avez l'esprit un peu sensible, ne regardez pas ça, parce que c'est quand même extrêmement violent. Mais où on va avoir une représentation littéralement sombre du Moyen-Âge, c'est-à-dire il fait gris tout le temps, on a l'impression qu'il fait nuit dans quasiment toutes les scènes. On a, alors en haut à gauche, c'est une espèce de grande salle de banquet, mais avec une vague lumière, ce qui fait que même moi, je distingue à peine sur mon écran. Et les seules touches de couleur qu'on va avoir, c'est des explosions de sang. Voilà, du gris, du noir et du rouge foncé pour le sang. C'est les images qui sont entretenues très régulièrement sur le Moyen-Âge. C'est un très court extrait tiré de la série Game of Thrones, une série diffusée entre 2011 et 2019. Ça présente les ruines d'un château, un château qui a été détruit en l'occurrence par le feu d'un dragon, c'est toujours sympathique, et où on va voir, alors ou ne pas voir en l'occurrence, des soldats en plus avec une cape rouge, on est toujours dans cette esthétique entre le gris et le rouge, qui sont dans la cour détruite du château et qui sont en train de maltraiter des prisonniers, d'en pendre d'autres, bref, de faire des activités extrêmement sympathiques. Et on va avoir cette image-là du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un temps sombre, ce qui se reproduit dans les visuels et ce qui apparaît aussi dans le comportement des personnages. Alors, c'est une esthétique tout en nuances de gris qui apparaît très régulièrement au point que, entre médiévistes et médiévalistes, on en joue un petit peu. Là, on a une illustration de l'artiste Niels van Gogh, qui a fait plusieurs illustrations comme ça, et où on voit un tournage de film ou de série, parce que c'est pas précisé, où on voit tous les personnages heureux, plein de couleurs, et on a l'équipe technique qui explique à côté, très bien, maintenant on va appliquer le filtre médiéval, et on voit le technicien qui a des torches, bien sûr il faut qu'on ait de la lumière des flammes, puisque apparemment il n'y avait que la nuit éternelle au Moyen-Âge, et il a un seau de boue, de terre, qui va appliquer partout. Ce qui donne cette image dans un deuxième temps,
beaucoup plus sombre, tout en marron et en gris, où les personnages n'ont plus de sourire et où on a perdu toutes les couleurs. Très souvent, la représentation du Moyen-Âge va suivre cette image, c'est-à-dire que on va avoir tendance à considérer qu'au Moyen-Âge, tout est gris ou tout est marron, brun, voilà, des couleurs naturelles, mais très ternes, avec cette idée que il fait, en plus, même la météo est grise. Bon, je ne vous cache pas qu'il n'a pas fait gris ou il n'a pas plu pendant 1000 ans. Ça paraît évident à dire, mais c'est bien de le rappeler. D'autant que au Moyen-Âge, on a au contraire une grande fascination pour les couleurs. Michel Pastoureau a suffisamment travaillé sur la question, mais on sait que, ne serait-ce que les édifices religieux sont bariolés de couleurs. Il y a des beaux vestiges de ça à Poitiers. Donc, quand on voit vous savez, tous les spectacles qui se font beaucoup l'été de projections de couleurs sur les façades des cathédrales ou des choses comme ça, qui permettent de remettre en avant ces couleurs chatoyantes, il faut bien se rappeler que ces couleurs étaient non seulement sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des édifices. Et qu'on a de la couleur partout au Moyen-Âge, mais que tout ça, ça disparaît. Parce que forcément, au Moyen-Âge, c'est gris, c'est terne, et tout le monde est dépressif, globalement. Alors, c'est une image qui est finalement assez récente. Alors, encore une fois, je suis désolée. J'espère que la suite, ça sera plus clair. C'est une image assez récente, mais là, je vous ai mis 6 images tirées de séries différentes, et elles sont toutes en nuances de gris et de choses très ternes, que ce soit en haut à gauche, on voit une cathédrale, on voit des personnages qui combattent, on voit des personnages qui discutent. Voilà, il y a un petit peu de tout, mais à chaque fois, on a ce filtre gris qui s'applique. Alors, c'est quelque chose qui est assez récent parce qu'on a associé le Moyen-Âge à une idée de sérieux aussi. Le Moyen-Âge, ce sont des guerres, ce sont des discussions politiques, ce sont des épidémies, des sujets qui ne font pas spécialement rire. Donc, il nous faut des couleurs qui reflètent ce côté très sérieux et tragique de la période. Bon, encore une fois, c'est sujet à interprétation, mais c'est quelque chose qui est assez récent parce que si on prend des séries plus anciennes, dans les années 50, dans les années 60 et 70, j'évoquais Thierry Lafronde tout à l'heure, il y a les séries tournées en noir et blanc, mais à partir du moment où on a de la couleur, on a au contraire cette profusion de couleurs parce que d'un point de vue technique, on a la possibilité de le faire. Et donc, il y a une volonté de la part des créateurs des séries dans les années 60-70 de mettre en avant plein de couleurs pour montrer, regardez, on est une production en Technicolor, on a les moyens de le faire. Mais comme maintenant, c'est plus un prestige de mettre de la couleur, parce que tout le monde en a partout, sur tous nos téléphones, sur tous nos écrans, on propose autre chose. Alors, c'est une esthétique du contraste. Alors, il va y avoir du son, je préviens, enfin peut-être, qui permet généralement de mettre en avant justement un contraste aussi dans la narration. Là, je vous ai mis le tout début d'une série qui s'appelle, qui a été traduite en français sous le titre La caverne de la rose d'or, qui est adaptée d'un conte italien, c'est une série italienne. Et tout le début, c'est une longue séquence de combat, donc Fantaghero en version originale, qui est le nom de l'héroïne. Tout le début, c'est une séquence de combat dans la pénombre, donc on distingue simplement les reflets sur les armures et les torches, forcément, c'est le Moyen-Âge, donc il nous faut des torches. Et même par la suite, voilà, quand le soleil se lève, comme il y a des feux de camp, comme il y a des incendies, on a cette fumée qui va envahir l'image. Ce qui fait que même quand on est en plein jour, on a des éléments qui vont obscurcir l'image. Et donc on a un contraste qui va s'établir entre le tout début de la série, qui est cette image du Moyen-Âge violent et sombre, littéralement, et le contraste va se faire avec la fin de la série, où sous l'impulsion des héros, des gentils de l'histoire, forcément, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus positif et donc de beaucoup plus coloré. On voit en fait l'héroïne ici, Fantaghero, qui combat en bas face à une épée magique. Oui, elle n'a pas, elle, une épée magique, comme le roi Arthur, elle combat une épée magique qui se déplace toute seule. Et on la voit aussi ici avec ses sœurs, où on la repère bien avec cette robe orange fluo, qui établit justement un contraste. Elle est le personnage positif, elle est celle qui va ramener de la couleur dans le royaume. Donc ça fait partie de ces premiers clichés. On a interprété les âges sombres comme quelque chose de très littéral. Mais si on a ces teintes grises, c'est aussi et surtout parce que le Moyen-Âge, c'est un monde violent. C'est sombre parce qu'on fait la guerre, parce qu'il y a du sang et de la fumée partout.
Très souvent, dans les représentations, dans les séries, on va avoir une représentation explicite, une représentation crue de la violence physique. On va avoir beaucoup d'exécutions qui sont mises en scène, d'autant qu'on se retrouve avec des séries où il y a un contexte quasi permanent de guerre. Que ce soit, alors, dans Thierry Lafronde, là en haut à droite, où là on est face à un seigneur et le peuple français qui lutte face à l'envahisseur anglais. Hein, c'est une interprétation de la résistance transposée au Moyen-Âge dans Thierry Lafronde. C'est ce qu'on a en bas à gauche, on le voit dans la série Ivanhoe, où on est encore dans un contexte guerrier. Et même sur des productions plus récentes, je vous ai mis les affiches de 2 séries qui s'appellent The White Queen et The Spanish Princess, qui sont 2 séries dérivées, centrées sur des personnages féminins de reines et de princesses, qui règnent, qui ont des intrigues politiques, mais qui ne combattent pas. Parce que c'est adapté de figures historiques réelles. Ces personnages ne combattent pas. Et pourtant, sur les affiches de ces séries, pour promouvoir ces affiches, on va représenter la reine d'Angleterre, en l'occurrence, qui tient une épée au point qu'elle se fait saigner la main, hein, ce qui est très très bête. Ne tenez pas une épée comme ça. Donc, elle ne combat pas, mais pourtant, on va la représenter avec cet attribut de guerrière. Et de même pour The Spanish Princess, où on voit la princesse espagnole qui non seulement tient une épée, mais qui en plus porte ici une armure dorée sur son corps. Et en l'occurrence, on voit son ventre parce qu'elle est enceinte à ce moment-là de l'histoire. Donc je ne vous cache pas qu'une reine combattante, on en a eu, mais lorsqu'elle est enceinte de l'héritier du trône, on va quand même éviter de la faire aller au combat. Hein, ça paraît évident. Mais malgré tout, dans les outils promotionnels, on va mettre en avant ce contexte guerrier. Alors, je voulais vous montrer aussi une image, le générique d'une série, mais qui est tellement sombre que je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais je vous le présente un petit peu. On a le son un peu caverneux, c'est pas mal, ça donne un côté église. Voilà. C'est le générique d'une série qui date de 2015 et qui s'appelle The Bastard Executioner. C'est l'histoire d'un chevalier qui va être trahi par son suzerain et qui va devenir, par la force des choses, qui va être contraint de devenir bourreau. Voilà. Ce qui donc n'est pas extrêmement fun non plus comme dans son parcours. Et le générique de la série présente en fait des instruments de torture mis en scène dans un donjon souterrain, donc sombre, sans lumière. On est toutes en nuances de gris, de noir. Et les seules touches de couleur qui vont apparaître, ce sont des restes de traces de sang sur les instruments de torture. On nous met tout de suite dans l'ambiance. Ça va être quelque chose de très joyeux. Alors en l'occurrence, il y a assez peu de scènes de torture dans la série, déjà parce que on s'adresse quand même à un large public, donc on va éviter de traumatiser tout le monde. Et en plus parce que le héros est justement un héros, c'est un personnage positif. Et dans les séries sur le Moyen-Âge, ceux qui pratiquent la torture ne sont que les méchants de l'histoire. La torture est évoquée et représentée, mais ceux qui pratiquent la torture sont à chaque fois ceux qui sont considérés comme les méchants de l'intrigue. Mais on a malgré tout, vous voyez là, cette image d'une violence constante qui entraîne une forme de normalisation de la violence. C'est-à-dire qu'à force de représenter cette violence, on va avoir tendance à construire l'idée qu'au Moyen-Âge, tout est violent, au point qu'on s'habitue à cette violence. Et que pour les médiévaux, pendant 1000 ans, ça a été normal de voir des gens décapités à tout bout de champ, de voir des seigneurs violer des femmes tout le temps, etc. Je ne vous cache pas que ça reste des êtres humains, et que même au Moyen-Âge, ça n'a jamais été considéré comme normal. Hein, encore une fois, ça reste des êtres humains, donc ils vont être eux aussi peinés lorsque quelqu'un meurt, eux aussi choqués quand ils voient une situation, un crime atroce, etc. On n'est pas, sur certains aspects, on n'est pas si différent des médiévaux que ça. Mais on entretient l'idée d'une désensibilisation des médiévaux à la violence. Dans cet extrait, alors je ne sais pas si vous avez du son, mais c'est pas grave, je vais vous raconter ce qui se passe. On est sur une série de comédie qui s'appelle Miracle Workers. Miracle Workers, c'est une série qui vient des États-Unis, où chaque saison est sur une époque différente, et la saison 2 est centrée sur le Moyen-Âge. Et la série s'ouvre sur une scène, sur une place populaire, où on voit
un homme avec une grosse voix caverneuse, que je fais très mal, évidemment, avec une peau de bête en plus sur les épaules et qui demande à la cantonade si les gens sont prêts à juger une personne. Et on a, alors je suis désolée, on voit pas bien, on a à l'inverse deux des personnages principaux de la série, qui sont deux jeunes femmes assises sur les toits juste en face et qui mettent en place un jeu à boire face à l'exécution. Alors un jeu à boire, hein, si vous ne connaissez pas, sait-on jamais, c'est un jeu où on se met d'accord sur des règles et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de prédéfini, on va boire 1, 2, 3 gorgées d'eau, bien entendu, ou pas. Voilà. Et donc, elles ont mis en place un jeu à boire, estimant que lorsque la foule crie pour appeler au meurtre, on boit 1 gorgée. Lorsque la foule jette de la boue sur le prisonnier, on boit 2 gorgées, etc. Et on a ces personnages qui paraissent complètement insensibilisés à ce qui se passe. Et on a ce contraste entre le spectateur qui voit la scène, a priori choquante, hein, d'un personnage qui va être décapité sur la place publique, et la foule réunie ici, et qui va répondre, en l'occurrence, lorsque celui qui va être le bourreau demande « Êtes-vous prêt à tuer quelqu'un ?» Et toute la foule répond en chœur « Ouais !» C'est un divertissement comme un autre, après tout. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Cette idée qu'au Moyen-Âge, on se satisfait, on se réjouit de cette violence spectaculaire. Donc le but de ces représentations, c'est d'entretenir aussi une fonction cathartique du Moyen-Âge. Et là, on renoue avec quelque chose qui est déjà développé dans les tragédies antiques et dans les tragédies notamment au XVIIe siècle. C'est l'idée qu'on va représenter la violence pour s'en délecter et surtout pour se décharger de ses propres pulsions violentes. Donc, on va voir la violence pour ne pas la vivre, pour ne pas la subir et l'appliquer, en l'occurrence, au quotidien. Et le Moyen-Âge va jouer cette fonction dans pas mal de séries. On extériorise la violence pour ne pas justement la subir. C'est aussi l'occasion, de façon très, très fréquente, d'établir un décalage entre le Moyen-Âge et notre époque contemporaine. Je l'ai dit, on est extrêmement narcissique, et si on parle du Moyen-Âge, c'est en fait pour parler de nous. Plus dans les séries et dans toutes les représentations, plus le Moyen-Âge va être représenté comme une époque violente, une époque barbare, une époque cruelle, voilà, vous mettez tous les adjectifs négatifs que vous voulez derrière, plus, au contraire, notre époque contemporaine va paraître grandie face à cette comparaison. Puisque on a toujours tendance à considérer que l'histoire évolue dans un sens et de façon linéaire, et que l'humanité se dirige forcément vers le progrès. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous laisserai choisir vous-même si on progresse ou pas. Dans certains domaines, oui, je pense que dans d'autres, on pourrait se poser la question. Mais toujours est-il qu'on va avoir tendance à représenter le Moyen-Âge comme quelque chose de violent pour pouvoir, par effet de contraste, se dire « heureusement, nous, à l'époque contemporaine, on s'en sort beaucoup mieux ». Voilà. C'est l'idée que, regardez ces médiévaux arriérés, barbares et cruels, nous, au moins, on a progressé dans la civilisation et on n'a plus ces divertissements violents. Évidemment, en 2023, on n'a plus de guerre, on n'a plus d'épidémie. Bon, d'accord. On pourra peut-être se poser la question aussi de savoir à quel point on progresse. Mais en tout cas, c'est l'idée qui est entretenue à travers le fait qu'on va représenter en fait ce progrès principalement sur les mœurs et sur les valeurs sociales, en se disant que bon, le Moyen-Âge, c'était des barbares, mais heureusement, on en est sorti et on est beaucoup mieux maintenant. Donc, on va avoir cette image qui est régulière. Et pour les séries, si les médiévaux sont si violents, c'est parce qu'ils sont forcément ignorants. Tout est lié dans ces clichés sur le Moyen-Âge, mais on va avoir cette idée également extrêmement récurrente d'un Moyen-Âge ignorant où globalement tout le monde est bête, on va simplifier, mais c'est l'image développée dès la Renaissance que pendant 1000 ans, on a été une période d'obscurantisme où le savoir non seulement n'évoluait pas, on a toujours cette image du Moyen-Âge comme une période de 1000 ans figée, alors qu'il s'est passé 2-3 trucs quand même,
et que non seulement le savoir était figé, mais qu'en plus on a régressé dans plein de domaines. Alors, ce qui fait que la représentation, ça ne va pas être une image d'ignorance naïve et d'une insouciance un peu bucolique, voilà, quelque chose de très mignon. Ce n'est pas l'ignorance des enfants qui est très mignonne, c'est vraiment une représentation d'une forme de bêtise, en fait, qui serait profondément ancrée et qui ne peut, par conséquent, qu'engendrer des conséquences négatives, comme justement un comportement violent. Alors, c'est quelque chose qui est récurrent dans les séries humoristiques, par exemple. Oui, parce qu'on a beau avoir une image sombre, on a des séries qui cherchent à nous faire rire sur le Moyen-Âge, heureusement, mais on va très souvent rire de la bêtise des médiévaux, qui sont attentifs aux superstitions, qui sont aussi aisément manipulables. Ça, c'est un extrait d'une série qui s'appelle Vikingen ou Norsemen. Elle a été tournée en 2 langues. Alors, pas grave si vous n'avez pas le son, je vais vous décrire. On a un personnage qui est en fait un esclave et qui fait croire qu'il peut faire de la magie. Et il va chercher à tromper les Vikings face à lui en pratiquant une forme de magie. En fait, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il fait. Il a pris son... Je ne sais même pas comment on fait. Il a pris son pouce, voilà, et il fait croire en fait qu'il arrive à séparer son pouce. C'est une toute petite pratique magique. Hein. C'est comme quand on prend un stylo et qu'on le fait bouger comme ça pour faire croire qu'il est mou. Voilà. Ça, c'est les astuces de magiciens de niveau CE1, hein, si vous voulez. C'est plus des astuces d'enfants qu'autre chose. Mais le personnage va faire croire qu'il arrive à découper son pouce et ensuite il se lance dans tout un numéro de mime qui va fasciner les Vikings qui le prennent pour un grand magicien parce qu'il arrive à convoquer un mur, une corde, et voilà, et à faire apparaître, si vous voulez, voilà, comme une boîte qui l'enfermerait, etc. Et tous les autres personnages qui l'observent sont fascinés par ce qu'il est en train de faire, qui est quand même extrêmement ridicule, hein, avouons-le. Voilà. Et donc, en tant que spectateur, on rit de cette ignorance, de cette fascination des personnages de Vikings, et on a une forme de connivence avec l'esclave qui, lui, va manipuler ainsi les Vikings. Alors, c'est une ignorance qui peut très souvent se révéler dangereuse, surtout dans les séries beaucoup moins humoristiques, dans les séries d'aventure ou dans les dramas. Par exemple, dans une série comme Les Piliers de la Terre, qui est une série adaptée des romans de Ken Follett, série historique sur la construction d'une cathédrale. On a au tout début le personnage d'Agnès, alors qu'on aperçoit ici à droite, qui refuse de faire soigner sa fille qui a été blessée, sous prétexte que, je cite, « la médecine est un péché ». Voilà, ce qui fait que sa fille risque d'être condamnée, je vous rassure, elle s'en sort, mais pas grâce à sa mère. Et on va avoir ce personnage qui préfère risquer la vie de sa propre fille plutôt que d'accepter le savoir médical. Alors, on nous présente clairement le personnage d'Agnès comme un personnage négatif, ici. Je vous rassure, elle va bientôt mourir dans l'intrigue, donc on ne s'attache pas trop. Mais c'est une façon pour poser le cadre d'un Moyen-Âge ignorant et donc trop arriéré, si vous voulez, pour survivre efficacement, en fait. Alors, en revanche, ça c'est une image, encore une fois, cliché, puisque la médecine est quelque chose de développé au Moyen-Âge, plein de formes de médecine différentes d'ailleurs, mais on sait que c'est une pratique courante, une pratique documentée. On a des médecins de profession qui apparaissent au milieu et surtout à la fin du Moyen-Âge, mais bien avant, on a des façons de se soigner par les plantes. On a des femmes, vous savez, les fameuses sorcières qui seront brûlées par la suite, les sages-femmes, etc., qui vont appliquer pas mal de soins, mais ce qui fait qu'on a énormément de façons de se soigner qui sont répandues à la fois en ville et à la campagne. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien documentées et on a de nombreux textes sur le sujet. J'en vois à Hildegarde de Bingen ou à des gens comme ça, mais qui ont beaucoup œuvré aussi pour la diffusion de ce savoir. Or, c'est globalement l'inverse qui est représenté dans les séries. Alors, je vais peut-être sortir du PowerPoint pour vous passer un petit extrait, parce que pour des questions de son, ça ne marche pas dedans. Mais je voulais vous passer un petit extrait d'une série animée prévue pour enfants dans un but éducatif. C'est une série qui s'appelle 1001 Moyen-Âge, qui, par des petites capsules vidéo, cherche à justement enseigner sur ce qu'était le Moyen-Âge. Donc là, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on n'est pas tant sur de la fiction que dans quelque chose qui a pour but d'enseigner aux enfants.
Avec des remèdes à base de suie de cheminée, de graisse de porc et d'écailles d'huître, cette médecine n'est pas encore très au point. Donc là, on a tout ce qui est soin par les plantes et par des techniques étranges, du côté des rebouteux et donc de choses qui forcément ne marchent pas, et des arnaques, si vous voulez. Ce qui est problématique aussi. Oh, Brian, médecin. Vers la fin du Moyen-Âge, on commence à trouver des médecins professionnels. Hop, un petit pipi. Alors oui, on vérifie au Moyen-Âge régulièrement les urines, Leurs techniques sont encore un peu douteuses. mais on va mettre en avant des techniques très particulières Les médecins de l'époque, La saignée. c'est la saignée. en se limitant, vous voyez, au fait de boire les urines pour voir si elles sont bonnes, au fait de pratiquer la saignée avec un énorme hachoir. Alors oui, on pratique la saignée au Moyen-Âge. Au passage, on la pratique toujours aujourd'hui. Hein, ça reste une pratique attestée dans des cas bien précis. Mais voilà, on a cette idée qu'on va limiter en fait le Moyen-Âge à une vision très restreinte de la médecine, pour au contraire valoriser l'ignorance en fait de la période. Donc même dans un épisode conçu spécialement pour parler de la médecine au Moyen-Âge, on va entretenir des images entièrement négatives. Alors, sur toute cette partie-là, ils expliquent que, certes, on commence à se soigner de plus en plus avec les plantes, en fait on le fait depuis l'Antiquité, hein, et que certains remèdes mis en place au Moyen-Âge sont toujours utilisés aujourd'hui par l'industrie pharmaceutique, certes différemment, mais à partir des mêmes plantes. Mais donc, voilà, on a une façon de valoriser un petit peu ces éléments, mais vous voyez, de façon très ponctuelle. Et l'épisode se termine par l'évocation des grandes épidémies face auxquelles, au contraire, là, le Moyen-Âge va être impuissant. Et bien sûr, ça renvoie à la peste noire, etc. Et on en a d'autres, hein, mais avec l'idée que face à certaines situations épidémiques, le Moyen-Âge se retrouve démuni. Bon, je vous renvoie à il n'y a pas si longtemps pour se rappeler que malheureusement, être démuni face à des épidémies, c'est quelque chose qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc, encore une fois, les choses ne changent pas forcément. Mais cette représentation de la médecine est en fait très symbolique de la place restreinte, voire inexistante, qui est accordée au savoir dans les séries. Globalement, dans les séries, on a très peu de personnages qui savent lire ou qui savent écrire. Certains sont même moqués pour cela, parce qu'ils savent lire, ils vont être mis à l'index. Très souvent, dans les séries, en fait, on a un personnage lettré, c'est l'intellectuel de service, si vous voulez. À travers une armée de chevaliers, on en a un qui sait lire et qui va faire office d'exception. Alors bien sûr, ici, ça renvoie à une réalité historique. Ça serait mentir que de dire que tout le monde est lettré au Moyen-Âge. Ça reste une minorité de la population qui suit une éducation dans ce sens. Mais ça ne signifie pas que le savoir n'est pas partagé pour autant. Parce que être lettré n'est pas la seule définition de quelqu'un qui possède la connaissance. On a aussi des questions d'interprétation à partir de choses qu'on a relevées au Moyen-Âge. Par exemple, alors on ne voit pas trop, mais en bas à gauche, on est sur une image tirée de la série Le nom de la rose, elle-même tirée du film, lui-même tiré du roman d'Umberto Eco. On a toute une série de réadaptations. Mais on a dans des représentations comme ça, régulièrement, on voit des livres qui sont des gros manuscrits, enfin des gros ouvrages, qui sont enchaînés. On a dans cette image, dans les universités, dans les bibliothèques, l'image que les livres étaient enchaînés. Et ça a longtemps été interprété comme le fait que le savoir était contrôlé. Le savoir ne pouvait pas être transmis, ne devait pas être transmis, et était donc mis sous clé pour être réservé à une élite. Or, on sait maintenant que dans les universités, les livres étaient enchaînés parce qu'au contraire, ils avaient tendance à être très convoités et à être volés régulièrement. Bon, c'est quelque chose qui coûte cher, malgré tout. Mais donc, au contraire, c'était une façon de préserver le savoir parce que les livres avaient tendance à être volés par les étudiants. Donc, voilà, on interprète aussi ce qu'on a comme ça. Très souvent, dans les séries, on va avoir le cas, en fait, d'un personnage. Et je choisis là le masculin à dessein, un personnage qui est forcément plus fort que les autres. C'est toujours un homme dans les séries.
très souvent en tout cas. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir un héros plus malin, plus cultivé, plus lettré, plus tolérant, bref, en avance sur son temps, dans un océan médiéval arriéré, barbare, violent, etc. C'est-à-dire que ce personnage qui va être le héros, qui va susciter l'identification du spectateur contemporain, va établir un contraste avec les autres personnages médiévaux. Là, vous avez un personnage qui est le frère Cadfael. Alors, c'est une série assez intéressante, parce que c'est une série britannique adaptée de romans, mais c'est une série d'enquêtes. Voilà, Cadfael est un moine qui va mener des enquêtes dans son abbaye. Voilà, avec les épisodes un peu comme on pourrait avoir dans Colombo ou Barnaby, si vous voulez, c'est le même principe, mais au Moyen-Âge. Et donc, Cadfael est celui qui va être plus cultivé, plus ouvert d'esprit que les autres. Les autres ont beau être aussi des moines, ils vont être associés à des idées d'obscurantisme et de zèle aussi religieux, perçu comme quelque chose de négatif. Donc très souvent, en fait, le héros des séries qui parlent du Moyen-Âge, c'est le personnage qui est le moins médiéval, en fait. Celui qui paraît en avance sur son temps, celui qui est déjà dans l'époque moderne, presque dans l'époque contemporaine, et qui permet donc au spectateur de s'identifier à lui. Alors, de cette ignorance supposée des médiévaux, découlent deux grandes idées, qu'on a évoquées un petit peu en filigrane, deux conséquences majeures de cette ignorance, qui sont la saleté et l'injustice. Si le peuple est ignorant, il est forcément sale. Je ne sais pas trop d'où vient cette association, mais voilà, c'est l'idée qu'on va entretenir très souvent. Et les séries et les films aussi sur le Moyen-Âge entretiennent très régulièrement cette idée d'un Moyen-Âge qui manque d'hygiène. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil à l'exposition Éternel Moyen-Âge qui aborde très bien notamment ces questions, y compris la question de l'ignorance d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ce qui fait que dans les séries sur le Moyen-Âge, très souvent, on va avoir une abondance de boue et de saleté. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, parce que par exemple, dans le film Sacré Graal des Monty Python, donc, qui date des années 70, on avait déjà cette idée, au point qu'on a des techniciens du film qui écrivent dans leur mémoire qu'au moment du tournage, l'équipe des Monty Python faisait venir des camions entiers de boue pour mettre partout sur le tournage, parce que c'était pour eux une façon d'être plus historique. Alors, encore une fois, les Monty Python avaient fait des recherches historiques, mais c'était les recherches historiques avec les données qu'on avait dans les années 70. Donc forcément, l'historiographie continue à évoluer, on fait des recherches, et on sait que non, on n'avait pas de la boue partout dans la rue, et on n'avait pas des paysans qui étaient très heureux de patauger dans la boue comme on a dans Sacré Graal. Mais cette représentation de la saleté va être particulièrement visible sur le peuple. Les rares fois où le peuple apparaît dans les séries, il est forcément crotté, sale, âgé aussi, usé par la vie, le travail, éventuellement l'alcool. On est sur une représentation de la misère sociale à tous les niveaux. Alors là, vous avez plusieurs extraits. En haut à gauche, vous apercevez la série Camelot. En bas, vous avez une série pour enfants qui s'appelle Sir Gadabout, où on voit un serviteur qui est un esclave, mais en tout cas, on a l'impression qu'on l'a trempé dans une poubelle et qu'on l'a ressorti. C'est un petit peu l'idée. En bas donc ça c'était en bas à gauche, pardon. En bas à droite, vous avez la série The Hollow Crown, adaptée des pièces de Shakespeare, des tragédies médiévales de Shakespeare. Et quand on voit le peuple, c'est forcément un peuple, encore une fois, sale. Alors, je ne sais pas si vous apercevez, mais avec des pintes à la main, forcément, parce que le peuple est dans la rue avec son gobelet, parce qu'on boit tout le temps, visiblement. Et on a en plus, que ce soit en haut ou en bas à droite, vous avez aussi l'image du peuple, donc non seulement sale, mais en plus, et je l'évoquais tout à l'heure, avec une dentition entièrement noire, entièrement rongée par tout ce que vous voulez d'ailleurs. Alors, j'en profite, c'est un petit peu mon cheval de bataille, mais on a les combats qu'on peut. Moi, je lutte contre, en l'occurrence, cette idée qu'au Moyen-Âge, on avait une dentition pourrie. Les visiteurs et Jacouille la fripouille ont fait beaucoup de mal sur cette représentation. On a l'idée qu'au Moyen-Âge, forcément, s'il n'y avait pas d'hygiène, ils ont les dents complètement rongées.
Or, si on a les dents noires, les dents complètement abîmées, c'est à cause du sucre dans l'alimentation. Et au Moyen-Âge, on n'a pas de sucre dans l'alimentation. On a un peu de miel, mais on n'en met pas à toutes les sauces, contrairement à nous qui mettons voilà, du sucre partout. Ce qui fait qu'un paysan adulte du XIIe siècle a probablement, enfin, c'est même sûr, a une dentition beaucoup plus forte que la mienne. Je ne vous cache pas, hein, voilà. Parce que peut-être il ne passe pas son temps à manger des bonbons, mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, ça, c'est une image qui est entretenue très régulièrement, et vous voyez, y compris dans des programmes sérieux. Hein, là, la série adaptée des pièces de Shakespeare, c'est produit par la BBC, avec énormément de budget, avec un gros casting. Il y a des très belles choses qui sont faites, mais ça entretient aussi certaines images négatives. Et le peuple est généralement représenté de façon si sale qu'il se fond dans le décor. Parce que non seulement le peuple est sale, mais en plus, il s'habille en vêtements de couleur terne, marron, gris, hein, beige éventuellement, des couleurs naturelles, des couleurs de terre, ce qui fait que, alors c'est, encore une fois, avec le contraste, c'est pas très visible, mais sur la série Kaamelott, par exemple, en haut à gauche, on est dans la saison 5, les paysans ici apparaissent en beige et en marron, trempés de sueur, et se fondent complètement avec le décor de leur espèce de petite cabane en bois. Ce qui fait que on a cette image qui est entretenue, et les rares moments où le peuple apparaît, c'est pour en fait se fondre dans le décor. Dans ces représentations, l'hygiène est presque inexistante, sauf pour quelques personnages nobles et riches, bien entendu. Or, on sait, hein, du point de vue historique, il y a pas mal de recherches là-dessus, on sait qu'on se lave au Moyen-Âge, on sait qu'on prend soin de son corps, on sait qu'on a plein de techniques pour se laver, que ce soit avec de l'eau, mais quand on a des problèmes de contamination d'eau, on a plein d'autres techniques aussi pour pouvoir avoir une hygiène. Pour des questions évidentes, hein, parce que ce n'est pas forcément qu'une habitude culturelle, mais si vous avez passé toute une journée à travailler dans les champs en plein soleil, vous avez aussi envie de vous laver. Voilà, c'est pas forcément besoin d'attendre l'eau courante pour ça. C'est une envie aussi naturelle. On se lave parce que c'est aussi un code social. Si voilà, je suis venue ici, j'ai pris le métro à Paris. Je peux vous dire que la promiscuité fait qu'on aimerait bien que les gens investissent dans du déodorant parfois. C'est le même principe au Moyen-Âge. On n'a pas de déodorant, mais c'est la même idée. Donc voilà, face à certaines personnes, on va avoir aussi ce besoin de prendre soin de son corps. Et ça, c'est pas nouveau aussi, depuis la nuit des temps. Si vous voulez séduire, c'est mieux de ne pas sentir l'âne, le bœuf ou je ne sais pas quel animal. Donc, c'est aussi une raison qui fait qu'on se lave, on prend soin de son corps, on s'épile, etc. On a plein de techniques pour tout ça. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a une recette d'épilation. Ne testez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Les archives déclinent toute responsabilité, et moi aussi. Mais donc, on a voilà, cette image qui est entretenue, mais je tiens à signaler malgré tout que très récemment, et quand je dis très récemment, c'est globalement depuis 2015, donc quand on est médiéviste, 2015, c'était il y a 5 minutes, hein, depuis 2015, dans les séries, on fait un tout petit peu évoluer cette représentation, non pas pour dire que le peuple est plus intelligent ou le peuple se lave, parce qu'on ne le représente toujours pas, mais dans le cas des héros, des personnages principaux, on va avoir tendance à mettre un peu plus en avant l'hygiène, en l'occurrence l'hygiène de personnages bien précis, à savoir les guerriers valeureux. Donc on va avoir des scènes qui, au contraire, là, vont esthétiser la scène du bain, si vous voulez, la scène de la douche, de façon à valoriser le corps guerrier. Alors, c'est une autre représentation du Moyen-Âge, tout à fait intéressante aussi, mais voilà, on va avoir tendance à valoriser l'hygiène, mais cette fois pour valoriser le corps musclé des guerriers. Alors, on se retrouve avec des situations de manque d'hygiène, d'épidémie, de guerre, bref, tout ça additionné donne l'idée qu'au Moyen-Âge, on a, et on le disait tout à l'heure, hein, une très faible espérance de vie. Alors, pourtant, hein, si au Moyen-Âge, on vit certes moins longtemps dans de bonnes conditions qu'aujourd'hui, hein, ça c'est vrai, on n'est toutefois pas dans quelque chose d'aussi radical que ce qu'on peut représenter régulièrement dans les séries. Bon, là, on ne voit pas grand-chose, mais c'est des personnages d'une série humoristique qui s'appelle Galavant, où on voit des serviteurs
qui discutent, et ils vont se faire attaquer globalement par une armée ennemie au point qu'ils croient qu'ils vont mourir. Je vous rassure, ils s'en sortent très bien. Mais ils sont un peu fatalistes face à cette situation, et ils vont constater, au moins, on a réussi à vivre jusqu'à 25 ans. Voilà, avec un espèce de soulagement. Bon, ben voilà, c'était bien le temps que ça a duré, au moins on a vécu jusqu'à 25 ans. Avec cette idée qu'au Moyen-Âge, c'est un luxe de vivre jusqu'à cet âge-là. Alors, c'est faux. C'est faux, et en fait, c'est une image qui a été biaisée et entretenue pendant très longtemps, liée à des statistiques établies, mais qui intègrent la mortalité infantile. Et en revanche, effectivement, ça c'est vrai, au Moyen-Âge, les taux de mortalité infantile sont très importants, mais en l'occurrence, globalement, jusqu'au XIXe siècle. C'est quelque chose qui est récurrent. Alors, c'est quelque chose qui est très peu adressé dans les séries, paradoxalement, sauf dans la série Kaamelott, qui est a priori une série humoristique, mais qui va beaucoup aborder cette question de la mortalité infantile dans ses dernières saisons. Mais ce qui fait que les statistiques qu'on a avec l'idée qu'au Moyen-Âge, on meurt à 30 ans, c'est en fait un taux moyen qui a été établi en prenant en compte tous les enfants qui meurent en bas âge. Or, un enfant qui va réussir à vivre globalement jusqu'à l'âge de 7 ans statistiquement, aura quand même des chances d'avoir une vie beaucoup plus longue que ça. Donc voilà, donc c'est des images qui sont entretenues très régulièrement, et ces difficiles conditions de vie, qui sont généralement représentées de façon extrême, entraînent et entretiennent l'idée d'une pauvreté intellectuelle, d'une pauvreté morale, qui ne peut mener, et ça sera mon dernier point, qui ne peut mener qu'à l'intolérance et à l'injustice. C'est une autre idée répandue sur le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'injustice. C'est une idée récurrente que dans cette période, la vie est nécessairement soumise aux accusations trompeuses, que globalement n'importe qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi, et qu'il y aura forcément, s'il y a accusation, il y a procès, s'il y a procès, il y a condamnation. C'est l'idée qu'on a très souvent. D'autant qu'on a très souvent l'idée qu'au Moyen-Âge, on a un système judiciaire hasardeux, corrompu aussi, notamment parce qu'il est géré en grande partie par l'Église. Et on va avoir cette image qui est entretenue régulièrement que dans l'Église, dans l'institution qu'est l'Église, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est forcément corrompu. C'est bien sûr de la fiction. C'est l'image qui est en tout cas représentée. Plus on est bas dans la hiérarchie, par exemple avec les moines, plus on est sur l'image de Frère Tuck, vous voyez, dans Robin des Bois, le bon vivant, qui est bien sympathique et qui aide les héros, qui n'est pas très respectueux de ses vœux, mais c'est un personnage au demeurant attachant. Et à l'inverse, plus on monte vers les évêques, les archevêques, le pape, plus on est sur des figures négatives qui vont entraîner de la corruption. C'est l'image qui est récurrente, et ça crée en fait des tensions permanentes et une grande propension à la violence dans ces représentations. Et vous remarquez que la boucle est bouclée. On est parti d'une idée d'une violence qui instaure de l'ignorance, qui instaure de l'injustice et qui instaure de la violence. Et voilà, nous avons fait le tour du Moyen-Âge. En tout cas, c'est l'idée qu'on va retenir. Alors, cette idée d'injustice est présente à de nombreux niveaux, ne serait-ce que par la représentation du type de gouvernement. Si je vous demande le type de gouvernement, quel est le système politique instauré, mis en place de façon la plus répandue au Moyen-Âge? On a un système féodal, et alors qui est-ce qui dirige tout ça? Alors, intéressant, on a un roi et on a un pape. Et effectivement, on a ces deux pouvoirs, et on a l'idée qu'au Moyen-Âge, on a un système féodal répandu partout, ce qui n'est pas le cas, mais en fait, on diffuse une image globalement centrée sur l'Angleterre, et on va être gentil, la France, mais c'est surtout l'Angleterre qui domine dans cette représentation, et un système forcément monarchique, alors que, au Moyen-Âge, encore une fois, c'est 1000 ans sur plusieurs continents, et que des systèmes de gouvernement, on en a plein. Donc oui, bien sûr, on a des rois, mais pas que. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les séries, quand on va représenter du pouvoir royal, c'est forcément une image moderne du pouvoir royal. C'est-à-dire, on va développer l'image d'un roi tout-puissant qui ne rend des comptes qu'à Dieu, et autant dire dans les séries, qui ne rend de compte à personne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'image de rois qui complotent, qui trahissent, qui manipulent tout le monde. De toute façon, on a une focalisation dans les séries sur les rois, les reines, les chevaliers, éventuellement les vikings. Voilà. Mais
globalement, hein, sur une classe dirigeante. Et les rois vont avoir tendance à être représentés comme en fait des rois de l'époque moderne. C'est une image qui est notamment bien entretenue dans Les Rois maudits. Alors il y a 2 séries, hein. Il y a une série des années 70 et une série de 2005, adaptée des romans de Maurice Druon, où là on est parfaitement dans les intrigues de cour et dans tous ces personnages forcément malveillants qui cherchent à s'accaparer le pouvoir. La féodalité est mise en scène, alors de façon restreinte en fait, afin d'accentuer à chaque fois l'autonomie et le pouvoir des seigneurs et des chevaliers. On a l'idée que quand on est seigneur, quand on est chevalier, surtout quand on est roi, on peut faire ce qu'on veut, globalement, parce qu'on est riche, on a une grosse épée, donc on peut faire ce qu'on veut. Or, au Moyen-Âge, tout le monde est soumis à une autorité supérieure, y compris le roi, puisque le pouvoir du roi dépend de ses barons. Alors, les barons ont un devoir d'auxilium et de concilium, hein, ils ont un devoir d'aide et de conseil envers le roi. Mais si le roi ne respecte pas ses propres devoirs, il a un devoir de largesse, hein, il doit faire des dons, il a plusieurs devoirs d'interaction comme ça avec ses vassaux. Si le roi ne respecte pas ses propres devoirs, les barons ont tout à fait le droit de refuser d'apporter leur aide, d'apporter leurs conseils, etc. Donc on n'est pas bien sûr dans un système démocratique ou républicain tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il n'y a pas de vote avec des petits papiers, mais on a malgré tout une forme de réciprocité dans le pouvoir. Dans les séries, cette mise en scène en fait est complètement basée sur l'image d'un pouvoir absolu des souverains, image qui va être en fait celle du roi Soleil, hein, si vous voulez, on prend après quelque chose de beaucoup plus extrême, mais qui donc n'a rien de médiéval. Cette mise en scène va servir encore une fois de contraste avec nos démocraties contemporaines, hein, le but étant de nous rassurer, puisque nous, heureusement, maintenant, nous avons un système démocratique qui écoute le peuple. J'ai du mal à le dire, ça, en ce moment. Et qui donc nous permet de nous dire qu'on est rassuré sur la situation actuelle, puisqu'on n'est pas face à un roi tyrannique qui fait ce qu'il veut. Ce qui fait qu'on va pouvoir très régulièrement dans les séries se moquer librement des médiévaux, supposés trop arriérés pour adopter un système démocratique ou même pour en comprendre l'intérêt. C'est quelque chose qu'on voit, alors je ne sais pas si vous entendrez, c'est quelque chose qu'on voit à la toute fin de la série Game of Thrones. Alors, je vais vous passer l'extrait, hop. Les grands seigneurs des royaumes, en tout cas ceux qui ne sont pas encore morts, se réunissent pour... Parce qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de roi, on va simplifier l'histoire, et ils doivent donc choisir qui sera le prochain roi. Et on a un personnage qui va intervenir pour proposer une alternative. Nous devons choisir une personne. Pourquoi juste nous ? On représente toutes les grandes maisons, mais peu importe l'élu. Ce n'est pas que des nobles qu'il gouvernera. Peut-être bien que cette décision extrêmement importante pour tout le monde doit être prise par, disons, tout le monde. On peut peut-être demander leur avis aux chiens. Mon cheval a peut-être son idée. Donc la proposition démocratique du personnage de Samuel est clairement en avance sur son temps et se heurte à ce côté ignorant des seigneurs qui estiment que c'est inadmissible, on ne va quand même pas demander l'avis au peuple. Voilà. Et remarquez les comparaisons qui sont faites. Les seigneurs sont forcément désobligeants, hein, parce que c'est le principe d'un seigneur, et vont avoir des commentaires en disant on pourrait peut-être demander l'avis des chiens, l'avis des chevaux. Non seulement ils font des comparaisons avec des animaux, mais en plus avec des animaux de service. Les chevaux, les chiens de chasse, sont des animaux qu'on utilise pour servir justement la noblesse. Là, on a cette vision que les seigneurs, non seulement refusent de considérer le peuple comme des êtres humains, mais en plus vont les associer à des animaux qu'on exploite aussi. Voilà, c'est jamais anodin ces comparaisons. De façon générale, hein, les séries entretiennent l'image d'un Moyen-Âge injuste, avec un système judiciaire qui est
alors on va dire inexistant ou au mieux expéditif, qui va entretenir certains poncifs. Alors vous avez peut-être voilà, déjà entendu certaines choses. L'idée du droit de cuissage, par exemple. Voilà, bon, je suis désolée de briser des illusions, de briser des rêves, mais le droit de cuissage n'existe pas, ni maintenant, ni jamais, n'a jamais existé. On est sur un mythe qui a été associé au Moyen-Âge et qui entretient l'idée de souverain ou de seigneur tout-puissant. Qu'est-ce qu'on a aussi dans justice expéditive au Moyen-Âge ? Les bûchers de sorcières. Voilà, forcément, une image qui revient très régulièrement. Alors, en l'occurrence, les bûchers de sorcières, ça apparaît à la fin du XVe siècle. On commence à en avoir à la fin du XVe siècle. Mais globalement, la grosse période de la chasse aux sorcières et des exécutions hâtives aussi, c'est le XVIe et le XVIIe siècle. Vous savez, la Renaissance, la période de la raison, et du renouveau, et de l'intellect. Donc, on va associer, en fait, alors pour plein de raisons, mais on va rejeter cette image-là sur le Moyen-Âge. Le cas de Jeanne d'Arc est assez intéressant, puisque justement, comme c'est un personnage féminin, enfin une femme morte sur un bûcher, là, on est en 1431, on a associé ça aussi à tout cet imaginaire lié à des fausses accusations qui entraînent une exécution sur un bûcher. En l'occurrence, Jeanne d'Arc n'a pas du tout été condamnée pour sorcellerie. Et en l'occurrence, on avait des hommes et des femmes qui étaient condamnés. Mais c'était à chaque fois suite à un long procès. Au Moyen-Âge, le système judiciaire est très développé et très lourd aussi. Ce qui fait qu'on a des procès, mais qui peuvent durer très longtemps, qui demandent d'avoir des preuves. Et c'est en fait à partir de la fin du Moyen-Âge où tout ce système va être en partie ébranlé, notamment par l'intermédiaire de l'Église, qui va chercher à modifier aussi le système. Et il faut quelque temps pour que ça soit mis en place de façon efficace, on va dire. Mais donc, les séries reprennent des phénomènes réels, des phénomènes historiques, mais qui sont souvent déformés, amplifiés, exagérés. Alors, on a plein d'exemples comme ça, mais je pourrais citer le cas de l'ordalie, par exemple, qui est une épreuve très régulièrement évoquée au Moyen-Âge, une épreuve pour prouver la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Alors, le plus connu, c'est peut-être il y a plusieurs types d'ordalie, mais le plus connu, c'est peut-être le duel judiciaire. Rien que dans Game of Thrones, je crois qu'on en a 3, des duels judiciaires. C'est quelque chose qui, effectivement, est régulièrement évoqué au Moyen-Âge, mais qui est très peu appliqué. Parce que très souvent, le simple fait de le mentionner, vous avez un des partis qui va faire marche arrière et qui préfère ne pas risquer de mourir en combat, et donc une solution amiable va être trouvée. Ce qui fait que voilà, c'est une menace plus que quelque chose qui est véritablement appliqué. Mais on a aussi des ordalies par le feu ou des ordalies par l'eau. Donc on a quelques cas d'ordalies qui généralement se passent pas très bien et qui sont l'occasion en fait de faire une démonstration, encore une fois, d'une violence spectaculaire. Les ordalies par le feu, ça va se pratiquer notamment avec des barres chauffées à blanc qu'un personnage va devoir porter sur un certain trajet, ou alors il doit marcher sur des braises, voilà, un côté un peu fakir. Donc c'est toujours, voilà, il y a du feu, il y a un côté pyrotechnique, c'est un spectacle intéressant, mais extrêmement cruel, parce que je vous cache pas que tenir une barre chauffée à blanc ou marcher sur des braises, c'est rarement, encore une fois, ne faites pas ça chez vous, c'est rarement une bonne idée. Mais donc, puisque dans les séries, presque tout en fait est prétexte à une mise en scène de la violence, on a cette idée que la justice médiévale se résume souvent à des pratiques jugées cruelles et jugées arbitraires pour le spectateur contemporain que nous sommes. Encore une fois, c'est une façon d'établir un contraste avec notre système judiciaire qui est certes lent, mais qui inclut quand même beaucoup moins de duels judiciaires aujourd'hui, je dois l'admettre. À noter d'ailleurs que dans les séries, on a très peu d'emprisonnement, très peu de... Voilà, on a toujours cette menace d'une exécution, mais on a très peu d'emprisonnement. Les séries vont privilégier des peines spectaculaires et des exécutions, alors même, et ça Claude Gauvard a beaucoup travaillé dessus, alors même que la peine de mort est en fait très rare au Moyen-Âge, et très peu pratiquée. Mais encore une fois, on est sur un médium audiovisuel. Si vous mettez en scène un personnage qui va être enfermé pendant 10 ans, à part le masque de fer peut-être, mais sinon c'est pas hyper cinématographique et donc il faut qu'il se passe quelque chose. Donc quand un personnage est enfermé, ça va être généralement pour pouvoir s'évader de façon spectaculaire, type Ivanhoé ou Thierry Lafronde qui est aussi emprisonné par moments ou libère ses compagnons.
Donc c'est cette dimension spectaculaire qui fait que les exécutions violentes et la torture aussi sont si fréquentes dans la représentation du Moyen-Âge. Alors fréquentes dans les séries d'action, mais aussi présentes dans des séries humoristiques. Il refuse de donner le nom de son compte. Je vais abréger votre torture. Cette souffrance. On a, vous voyez ici, un contraste en fait entre deux personnages qui vont aller toujours plus loin dans cette surenchère de violence en déballant des outils absolument atroces, tout en fer, en feu et avec des pointes partout, etc. Et qui se délectent en fait de cette souffrance physique infligée. Et à l'inverse, on a alors le personnage du roi Arthur qui essaye de tempérer un petit peu tout ça et qui écoute quand même d'un air dubitatif. Et à l'inverse, vous avez le chevalier qui est à gauche ici, qui est le chevalier Bohort, qui est le chevalier sensible de la cour arthurienne, en avance sur son temps sur bien des domaines, mais qui apparaît ici beaucoup trop fragile pour cette situation, au point que plus tard dans l'épisode, il va finir par s'évanouir, tellement il est choqué de ce déballage vraiment de violence. Donc, très rapidement, pour conclure, on voit ici qu'on joue sur on s'amuse de cette violence extrême supposée des médiévaux qui se délectent de comparer les instruments de torture. Donc les séries, dans leur ensemble, font du Moyen-Âge un spectacle repoussant qui est fait pour en fait susciter à la fois une forme d'effroi et une forme de fascination. On retrouve cette fonction cathartique, on se plaît à voir cette mise en scène de la violence. Dans cet imaginaire des séries, c'est le titre que j'avais donné à cette intervention, il ne fait pas bon vivre au Moyen-Âge, clairement, en tout cas pas longtemps et pas dans de bonnes conditions, mais il n'empêche que nous, spectateurs contemporains, on ne cesse de revenir à ces représentations et tous les ans, on continue à produire et à regarder de nouvelles séries sur le Moyen-Âge qui continuent à leur tour à entretenir ces images et ces clichés, malheureusement, sur le Moyen-Âge. Donc après, on peut se demander qui, du Moyen-Âge ou de nous, sommes les plus barbares à nous délecter de cette violence. Mais ça, c'est une question pour les philosophes ou pour vous, et je vous la laisserai. Merci beaucoup de votre attention.